Voilà, nous avons une longue matinée sur le thème de la santé qui démarre. Et nous n'allons pas aller jusqu'au quart d'heure alors qu'on appelle douaisien chez moi, le quart d'heure parisien ici. Voilà, Beaujolais, où il existe un peu partout. Je remercie très chaleureusement Madame la ministre Stéphanie Rist de sa présence. Agnès Buzyn, ancienne ministre de la Santé de 2017 à 2020, est également avec nous. J'ai le plaisir de saluer et de remercier également de sa présence Monsieur Fatome, directeur général de l'assurance maladie. Voilà. Et nous allons donc, et je salue mes différents collègues membres de la commission santé de l'AMF, avec Claire Peigné, coprésidente de la commission santé. Nous allons enchaîner ce matin deux temps différents. Le premier, celui-ci, sera un temps un peu plus court. Nous terminons à 10h30 et nous allons tâcher de tenir le délai avant un deuxième temps, une table ronde qui nous conduira jusqu'à midi. Sur ce temps-ci, nous sommes en plus petit format et la proposition, c'est d'être dans quelque chose de très interactif. Et je le redis d'ailleurs pour nos hôtes, la proposition que nous faisons avec Claire Peigné, c'est qu'après un temps d'introduction, voilà, par la ministre Agnès Buzyn d'abord pour poser le panorama général, par la ministre Stéphanie Rist ensuite pour faire le point sur les différentes réformes en cours et leurs résultats, nous puissions d'emblée ensuite passer un temps de questions-réponses avec comme angle d'attaque comment accompagner les maires qui travaillent concrètement au quotidien sur l'accès aux soins, puisqu'aussi bien, au fond, et particulièrement clair depuis le Covid, nos collègues se sont emparés du sujet de la santé, je dirais au titre de la clause de compétence générale et aussi face à une demande montante de nos habitants. Madame le maire, monsieur le maire, je n'ai plus de médecin traitant, comment faire ? J'ai tel sujet, j'ai tel proche qui voudrait entrer à l'hôpital, je ne trouve pas tel spécialiste en ville. Et finalement, face à ça, les maires ont commencé à mettre en œuvre tout un arsenal de solutions, souvent accompagnés par l'État, mais en général, voilà, en innovant et de leur propre chef. Nous ne sommes pas demandeurs, et je le redis et nous le redirons, je crois, tout à l'heure, nous ne sommes pas demandeurs que les maires soient porteurs de manière obligatoire de la compétence santé. Nous croyons que la santé, mesdames les ministres, monsieur le directeur, doit rester une compétence d'État, de façon à ce qu'on soit soigné de la même manière au fin fond des monts du Forez ou dans le 16e arrondissement de Paris. En revanche, nous pensons aussi que les maires, je dirais spécialistes, experts du premier kilomètre des politiques publiques, ont un atout à apporter pour être des facilitateurs, pour être des accompagnateurs, et pour faire en sorte que sur un territoire, l'ensemble du système de soins fonctionne mieux, plus efficacement, au profit de nos habitants. Voilà l'enjeu de ce premier temps fort, et je vais peut-être, sans aller plus loin, passer la parole à Agnès Buzyn pour un panorama de la situation sanitaire en France. Madame la ministre, je vous passe le micro, je vous en prie. Merci beaucoup. Merci beaucoup, ça marche. Merci de cette invitation, mesdames et messieurs, maires, présidents d'intercommunalités. Je pense qu'on parle aujourd'hui d'un problème qui vous tient particulièrement à cœur et sur lequel vous êtes au front tous les jours pour essayer de répondre aux enjeux. Alors, je vais commencer par une phrase très provocative. Je ne sais pas si on dit comme ça, provocante en tous les cas. Il n'y a jamais eu autant de médecins en France. Nous en avons 10% de plus qu'en 2012. Nous en avons autour de 235 000, 100 000 médecins généralistes et nous avons en gros 340 médecins pour 100 000 habitants. On est un peu en dessous de la moyenne des pays de l'OCDE qui est à 370, mais il y a des pays qui sont bien pires que nous. L'Angleterre a 2 fois moins de médecins que nous. Donc, on pourrait croire qu'il n'y a pas de problème. Et pour autant, la situation, on le sait, est absolument catastrophique. Je reprends les chiffres. 6 millions de Français n'ont pas de médecin traitant. 65% des Français disent avoir renoncé aux soins un jour en raison des difficultés d'accès. Alors, ça peut aussi être des difficultés financières. Et 87% de nos concitoyens vivent dans ce qu'on appelle un désert médical. Les conséquences, elles sont évidentes. Je reviens du département de la Mayenne, où ils avaient fait des états généraux de la santé. La Mayenne est vraiment à 2 fois moins de médecins que la moyenne nationale.
Les conséquences, elles sont dramatiques pour les citoyens. Un an d'attente pour une mammographie, pas de dentiste, un lit de pédopsychiatrie pour toute la Mayenne. Il y a des départements où il n'y a même pas d'hospitalisation possible pour la pédopsychiatrie. Je ne vous apprends rien. Aujourd'hui, la situation est catastrophique. Nous sommes au creux de la vague. Les choses devraient s'améliorer. Le nombre de médecins devrait réaugmenter dans les années qui viennent. Grâce à l'élargissement du numerus clausus, nous payons aujourd'hui des choix politiques qui ont été faits dans les années 90, même 70, 80, 90, avec un numerus clausus très fermé, très peu de médecins formés qui aujourd'hui partent tous à la retraite. L'explication, en réalité, elle n'est pas uniquement sur le nombre de médecins. Elle est sur le fait qu'en 2 générations, nous avons allongé notre durée de vie de plus de 16 ans. Et nous avons donc, de ce fait, augmenté le nombre de malades chroniques, ce nombre de malades suivis en affection longue durée, de façon considérable. Aujourd'hui, 14 millions de Français sont en ALD. C'est 2 fois plus qu'il y a 20 ans. Et comment ça se traduit? Ça se traduit par le fait qu'il y a 25 ans, un Français moyen consommait, excusez-moi de cette phrase, consommait 2 consultations par an chez le médecin. Aujourd'hui, nous en consommons entre 6 et 7 par an. Ce qui veut dire qu'à nombre de médecins égal, il y a une pénurie de temps médical disponible considérable. Nous aurions dû former 2 à 3 fois plus de médecins pour répondre aux besoins aujourd'hui. Alors ce n'est pas un problème que français. Le monde entier est un désert médical. L'OMS évalue à peu près à 15 millions le nombre de soignants manquants. Donc, nous nous piquons les médecins ou les professionnels de santé entre continents, entre pays. Nous aspirons les médecins du Maghreb ou d'Afrique de l'Ouest. Le Qatar et les Émirats nous prennent nos médecins de la Creuse. Donc, c'est une compétition internationale. Et il va falloir s'organiser le temps que le nombre de médecins réaugmente sur les territoires. Donc, je l'ai dit, 10 ans difficiles, le nombre de médecins spécialistes réaugmente depuis 1 an ou 2. Le nombre de médecins généralistes réaugmentera à partir de 2030. Et entre-temps, nous devons faire face. Et nous devons faire face collectivement, on va en discuter, quels sont les moyens. Je pense qu'aujourd'hui, nous avons les meilleurs spécialistes de l'organisation. Mais en tous les cas, nous passons d'un système de santé organisé pour le XXe siècle, où les gens mouraient jeunes de pathologies aiguës, à un système de santé pour le XXIe siècle, où nous allons avoir 10 millions de personnes de plus de 80 ans en 2050, où 30% de la population aura plus de 60 ans dans 15 ans, et où nous allons tous souffrir de pathologies chroniques. On parlera de la prévention tout à l'heure. Et je terminerai par dire que ça nécessite des approches totalement différentes. Le médecin ne peut plus exercer tout seul dans son cabinet. Il a besoin de tout un tas de professionnels de santé autour de lui, d'infirmiers, de kinésithérapeutes, de diététiciens. La médecine va devenir un exercice collectif. Nous devons nous organiser non pas pour la consultation unique, mais pour un parcours de soins coordonnés. Nous devons améliorer les liens ville-hôpital. Et donc tout cela, c'est l'organisation qu'il faut mettre en place pour le XXIe siècle. Et je vais laisser les acteurs aux manettes aujourd'hui expliquer comment nous pouvons aboutir à un système de santé qui réponde aux besoins de vos territoires et de la population française. Je vous remercie. Madame la ministre, je vais vous inviter à nous rejoindre. Donc avec Frédéric Chéreau, et au nom des élus qui sont présents et que je remercie d'être très nombreux dans cette salle, ce que nous vous proposons, c'est peut-être d'aborder avec vous les réformes en cours, plusieurs réformes, la 4e année d'internat, les docteurs juniors qui interrogent bien sûr nos collègues, les fameuses consultations solidarité qui ont été mises en place en septembre 2025, et puis la labellisation des maisons France Santé, qui a été aussi une annonce assez récente, pour voir voilà, où en sont ces réformes, quels sont les objectifs à atteindre, quelles en seront les différentes étapes. Et peut-être, si tu permets, Claire, parler aussi de réformes envisagées, sur lesquelles des réflexions ont lieu aujourd'hui. On parle notamment des CPTS, qui sont souvent des partenaires quotidiens des maires.
On parle des ARS, avec lesquels je crois que les relations étaient très compliquées au moment du Covid. Elles ne sont pas forcément parfaites partout, mais j'aurais tendance à dire qu'elles se sont améliorées. Et les maires là-dessus sont en tout cas demandeurs à la fois d'ARS qui regardent l'ensemble du système de santé, qui ne soient pas seulement des ARH hospitalières, et qui renforcent leur échelon départemental. Voilà, en quelques mots. Je te rends la parole, Claire. Alors, pour le bon déroulé de cette matinée, et comme l'a exprimé Madame la Ministre, nous sommes sur une matinée d'échange. Donc, Madame la Ministre va prendre la parole pour répondre à ces premières interrogations, mais je crois que Madame la Ministre, voilà, l'idée c'est qu'on puisse échanger de manière extrêmement libre avec les élus qui sont présents dans la salle. Merci pour votre présence, Madame la Ministre. Merci. Merci et bonjour à tout le monde. Merci, chère Agnès, de cette introduction qui nous fait partager le constat pour lequel on se bat. On est nombreux à se battre sur ce sujet, mais pour lequel tu t'es beaucoup battu et tu as lancé les bases avec Ma Santé 2022 d'une projection de ce qu'il fallait venir. Et merci pour ça. Oui, je pense que ce qui est intéressant, c'est qu'on puisse très vite passer aux échanges. Juste, premièrement, vous dire... Je suis aussi conseillère municipale et de métropole à Orléans, pour lesquels on est dans un département qui se rapproche de celui de la Mayenne en termes de chiffres de démographie médicale, dans une région Centre-Val de Loire qui est la plus en difficulté, puisque historiquement, on a eu un nombre de médecins formés avec un seul CHU régional qui est la moitié de ceux auxquels on peut se comparer en nombre d'habitants. Donc, on a une histoire de démographie très basse dans notre région, mais du coup, on est aussi en avance sur plein de sujets, notamment les CPTS ou d'autres organisations, puisque nécessité fait parfois loi, et donc on est très dans la coopération entre professionnels, parfois en avance par rapport à d'autres endroits en France, même si maintenant ce que je vois, c'est que partout en France, le désert avance, puisque 87%, ça a été dit, du territoire est concerné par des difficultés d'accès aux soins. Donc, vous dire l'importance des élus dans la prise en charge de ce sujet d'accès aux soins, quelles que soient d'ailleurs les collectivités, mais notamment les mairies, et pas que à travers des financements. Il y a aussi la mise en relation, les projets de prévention, enfin, tous ces sujets qui sont aussi des projets, à mon avis, d'avenir si on parle de prévention et des collectivités et des communes ou interco ou métropoles. Pour répondre aux projets en cours, je dirais, pour vous donner peut-être les actualités sur le plan Bayrou qui concernait les consultations solidaires, vous savez, qui a été mis en place depuis le mois de juin. Il a été travaillé entre les agences, les professionnels et les élus. La définition des zones très rouges qui concernent les endroits où on va mettre à disposition des cabinets pour prendre en charge les malades avec des médecins qui sont volontaires et qui viennent d'ailleurs et qui viennent dans ces consultations. Donc ça a été travaillé pendant l'été. La plateforme de mise en relation, je dirais, a été mise en place. Le début s'est fait à peu près en septembre. On est à plus de 1000 consultations qui sont réalisées à ce jour. C'est un dispositif naissant qu'il faut qu'on porte. Le président de l'Ordre des médecins est attaché à ce dispositif, va nous aider aussi à faire connaître aux médecins les endroits. Voilà, les médecins arrivent dans un endroit où tout est organisé grâce aux élus, notamment qui préparent les lieux quand il n'y a pas de cabinet disponible, qui mettent toute la logistique en place. Et sans soutien des collectivités, ça ne marcherait pas. Donc, le mécanisme est mis en place, la technique est mise en place. Maintenant, il n'y a plus que à faire connaître le dispositif des médecins et de inciter les médecins à aller faire ces consultations. Mais on sent une dynamique qui se met en place. Bien sûr, ce n'est pas la seule mesure, hein, il ne faut pas la résumer à ça. En fait, depuis ces dernières années, notamment 2017, il y a eu certes la fin du numerus clausus qui permettra, comme Agnès l'a très bien dit, d'augmenter le nombre de médecins formés. Moi, je crois, Agnès, que je ne suis pas sûre qu'en 2030, on en ait toujours assez, en raison de la démographie mondiale. Et oui, tu n'as pas dit qu'il y en aurait assez. Mais je pense qu'il faut continuer à porter le message, et notamment auprès de nos universités, qu'il faut former plus de médecins. Et puis, s'il y en a trop, il y a aussi des jeunes qui ont envie d'aller travailler à l'étranger. Il y a une démographie mondiale trop basse, et puis ça améliorera aussi la qualité, peut-être. Voilà, s'il y en a beaucoup.
Donc voilà, moi je suis pour qu'on en forme plus. Sur les organisations territoriales qui ont été mises en place aussi ces dernières années, depuis notamment la loi de Marisol, confirmée par ce qui a été porté dans Ma Santé 2022, des organisations de territoire qui ont été mises en place, là aussi souvent avec l'aide des élus pour accompagner ce développement, et qui aboutissent aujourd'hui au mécanisme qui a été présenté par le Premier ministre à France Santé. Et je voudrais vous dire 2 mots avant que nous puissions échanger de la labellisation des maisons France Santé qui a été présentée par le Premier ministre en disant nous allons avoir en 2027 au moins 5000 maisons labellisées France Santé. Et à quoi ça va servir ce France Santé ? Déjà, ce que ce n'est pas un dispositif de plus, un financement de plus, comme j'ai pu l'entendre. France Santé, ça vient justement consolider, concrétiser toutes les organisations qui ont été mises en place dans les territoires et qui répondent à cette proposition du Premier ministre d'avoir un rendez-vous de médecin dans les 48 heures à moins de 30 minutes de chez soi. Une CPTS qui fonctionne bien a mis en place des rendez-vous pour des malades qui n'ont pas de médecin traitant dans les 48 heures. Cette CPTS sera une communauté France Santé. Elle répond à la demande, consultation dans les 48 heures si besoin, et de proximité, ouvert 5 jours sur 7 et pas de dépassement. C'est ça le cahier des charges France Santé. C'est pas grand-chose. Il ne faut pas que ce soit plus que ça dans le cahier des charges. Donc, ça sert à quoi ? Rendre visible ce qui est fait. Cette CPTS-là, le citoyen, il n'est pas forcément au courant qu'il y a une offre d'accès aux soins. Donc, ça rend visible, parce qu'il y aura le label, il y aura un logo. Le malade saura qu'en poussant la porte de cet endroit, qui peut être un centre de santé, une maison de santé, une maison pluripro, un bus de santé qui est organisé avec d'autres professionnels, quel que soit le modèle, qui sera labellisé, la personne qui poussera la porte aura une réponse à sa demande en soins. Votre maman quitte l'hôpital parce qu'elle a fait un accident vasculaire cérébral. Vous êtes un peu paumé, il faut trouver le kiné, l'infirmière, vous ne savez pas trop comment ça va se passer. Vous poussez la porte, vous aurez quelqu'un pour vous orienter, pour vous répondre, pour vous dire comment faire pour trouver les personnels. C'est sur le principe de la maison France Service, que ici vous connaissez tous bien, la maison France Santé. Mais ce n'est pas reconstruire une maison où on va tout remettre dedans, puisque depuis ces dernières années, il y a eu des organisations par les professionnels et les élus qui ont été fabriquées, construites pour répondre à cette demande. Donc c'est rendre visible ce qui est fait, 2, consolider là où ça doit être consolidé, en labellisant. Il y a un financement d'en moyenne 50 000 € par an pérenne qui permet par exemple de construire un bureau de plus pour mettre un interne, de prendre une secrétaire en plus pour que l'accès, la demande justement de coordination, enfin la réponse soit possible. Une infirmière de coordination en plus, je ne sais pas. C'est aux professionnels de terrain de décider de ce qu'ils ont besoin en plus pour rester dans ce cahier des charges qui est de répondre à la demande aux soins. Et puis, la troisième chose, c'est l'endroit où il n'y a rien. Il y a encore quelques endroits, il y a encore des endroits en France où il n'y a pas d'organisation de coopération de professionnels. Il n'y a plus grand-chose, il n'y a pas le médecin, mais par exemple, il peut y avoir une pharmacie. Et dans ces cas-là, on va se poser la question en se disant, dans ce territoire, il n'y a rien, mais il y a la pharmacie. Est-ce qu'il y a une infirmière pas loin qui pourrait travailler avec la pharmacie, qu'on puisse financer une téléconsultation à cet endroit-là? Et là, ça va créer un premier petit noyau de coopération et de réponse à cette demande d'accès aux soins et de sortir de l'isolement de gens qui se sentent complètement abandonnés parce qu'ils n'ont pas la réponse pour leur maman qui sort de l'hôpital ou pour leur demande d'accès aux soins. C'est ça France Santé. Ce n'est pas un truc en plus, c'est un financement supplémentaire pour consolider, pour là où ça fonctionne très très bien, pousser vers des trucs qui ne sont pas encore faits assez bien, comme la prévention. Et pour là où il n'y a rien, essayer de créer une incitation à partir d'un petit noyau de professionnels pour que des médecins puissent dire tiens là, il y a un France Santé, il n'y a pas encore de médecin, je vais venir. Voilà, c'est ça, France Santé, c'est une mesure, vous le comprenez, à laquelle je tiens. Je sais que voilà. Mais encore une fois, je voudrais vraiment rassurer sur le fait que ce n'est pas un dispositif en plus et que ça sera porté par les départements, par les élus et les agences régionales de santé
parce que c'est aussi un outil d'aménagement du territoire. Voilà. Mais je pense qu'on peut passer aux échanges, si j'ai répondu à peu près. Merci Madame la Ministre pour ces éléments importants qui permettent de faire un point d'actualité. Merci beaucoup. Donc effectivement, le principe, c'est qu'on va prendre 3 questions et puis on laissera Madame la Ministre répondre et puis ainsi de suite avec Frédéric Chéreau qui prendra la suite. Alors, les questions. Bonjour, je me présente Elisabeth Blanchet, je fais partie de la commission. Je salue mes collègues maires, Madame la Ministre bien sûr et l'ensemble des participants. Sur l'organisation des maisons France Santé, nous sommes d'accord, ce n'est pas un dispositif de plus, c'est une organisation. Et en fait, ce dont nous avons besoin sur nos territoires, c'est de coordination. Si on se place un petit peu en surplomb, les collectivités ont depuis longtemps construit des maisons de santé pluridisciplinaires dans beaucoup de territoires. Il a fallu trouver des médecins, il a fallu trouver toutes les disciplines. On s'est organisé. Malheureusement, dans notre département, qui est le département de l'Allier, qu'on appelle le Bourbonnais, nous sommes sur un territoire qui est un peu déshérité au niveau médecin. On essaie de s'organiser au mieux. Mais il faut coordonner et fluidifier l'ensemble. C'est-à-dire qu'il faudrait, excusez-moi, je vais être cash, que les égos s'aplanissent. Et je pense que les égos des uns et des autres puissent être dans une seule et unique voie, aller vers une solidarité territoriale pour un aménagement correct des soins envers les personnes. C'est vrai que nous avons des CPTS, nous formons actuellement un contrat local de santé avec l'appui de l'ARS de notre secteur, avec l'appui de l'ORS également, puisqu'il fallait faire un diagnostic de territoire. On s'aperçoit que sur des territoires qui sont déshérités, la rupture des soins est patente, la pédopsychiatrie n'existe plus ou pas, la santé mentale des gens est laissée à l'abandon, et que dire du grand âge ou du moyen âge, on va dire, qui rentre dans les maladies dégénératives et cognitives avec des difficultés. Or, si on n'a pas un lien entre les professionnels, s'ils ne se parlent pas, et je peux vous assurer que c'est quelque chose que nous vivons au quotidien, dans nos territoires ruraux, s'ils ne se parlent pas, s'ils ne se coordonnent pas, s'ils n'avancent pas, la patientèle est perdue. Or, nous avons le besoin de répondre à l'ensemble de ces éléments. Des choses existent. Nous allons avoir effectivement les médecins solidaires qui vont arriver. Donc, nous, en tant qu'élus, on remue nos petits bras. Hein. On fait absolument tout ce qu'il faut faire. Enfin, je veux dire, je suis une fille du bâtiment, il faut maçonner, monter les parpaings, faire les fondations avant, etc. Ça, on sait faire. Simplement, il faut que derrière, tout se mette en route et puisse s'organiser au mieux de la santé de nos concitoyens. Merci. Merci. On va prendre une deuxième question là, et puis j'ai une question là aussi. Oui. Bonjour. Patrice Gauthier, maire d'Evron en Bretagne et aussi coprésident de l'association des centres de santé médicaux et polyvalents de Bretagne. Moi, j'ai créé un centre de santé il y a 5 ans qui se rapproche de l'équilibre financier avec 5 médecins salariés. Je n'ai pas eu le choix. Je n'ai pas attendu qu'on me dise ce qu'il fallait faire. Je l'ai fait sans aide ni de l'interco, ni du département, ni des communes voisines, ni de la région ou un petit peu de la région, avec un petit peu de soutien de l'ARS. Moi, je m'inscris un petit peu, vous avez dit, M. Chéreau, tout à l'heure, que l'AMF ou nous voulions que la compétence santé reste à l'État et ne soit pas aux communes. On est d'accord pour qu'elle ne soit pas forcément donnée aux communes. Par contre, je pense qu'il y a un échelon intermédiaire, c'est la région. La région Bretagne a demandé, je crois, ou souhaite expérimenter cela. Et je pense qu'il y a un moment donné, il va falloir mettre les choses sur la table et dire que l'État ne peut pas tout faire et qu'il y a une question de coordination sur le terrain que seule l'ARS ne pourra pas faire et qu'il faut vraiment qu'on avance là-dessus. Et laissons les régions expérimenter, celles qui le souhaitent. Ce n'est pas grave si pendant 5 ans d'expérimentation, on a une différence d'un endroit à l'autre de la France. On peut essayer, mais arrêtons de rester dans le mur en considérant que l'État va tout faire et l'État va régler le problème. Ce n'est pas le cas. Et on est plusieurs à s'être débrouillés sans que ce soit l'État qui nous aide. Merci. On a une autre... Alors, pour que tout le monde puisse s'exprimer, on vous demande d'être assez court dans vos questions. Merci beaucoup. Alors, on a 2 personnes. Voilà, madame. Oui, merci beaucoup en tous les cas pour ces éclairages et pour mettre en perspective. Véronique Garnier, moi je suis élue santé, vice-présidente de l'association élue santé publique et territoire. Et comme
vous l'évoquiez très bien, nous avons absolument besoin dans les territoires parce que, comme souligné, il y a des concurrences maintenant entre les collectivités locales extrêmement préjudiciables à une amélioration de l'accès aux soins. Nous avons vraiment besoin de coordination forte. Et comme l'évoquait très bien Frédéric, nos ARS, les DD, les directions départementales et délégations départementales, notamment en Île-de-France, elles ont été renforcées tant en termes de ressources humaines qu'en termes de financement avec un FIR qui a été fléché. Cette coordination départementale est absolument majeure. Il y a un dernier sondage qui est paru hier à la demande de France Asso Santé qui met la santé, l'accès aux soins, la première attente des concitoyens pour les futurs candidats aux élections municipales. Devant la sécurité à 68%, là on est à 70%. Quels seraient vos messages clés pour les futurs candidats aux élections municipales? Parce que, comme vous l'évoquiez, nous, les associations d'élus, et l'AMF fait ça extrêmement bien, nous, à notre niveau, ESPT, que ce soit l'AMIF aussi, c'est important de donner de la méthode aux élus. On peut partir dans le financement d'une maison de santé si on n'est pas sur un projet, si nous ne sommes pas aidés, si nous n'avons pas de méthode, nous n'allons pas améliorer les choses. Merci infiniment. Ouais. Merci beaucoup. Il y a eu 2 questions sur la coordination, la concurrence entre collectivités. Comment on fait? Je pense que France Santé peut répondre à ça. France Santé, c'est pas une maison nouvelle. C'est vraiment, ça vient sur ce qui existe ou là où il n'y a pas, on crée. Mais globalement, presque partout, il y a des coopérations qui existent. Mais ça va permettre un outil véritablement d'aménagement du territoire. C'est-à-dire que dans votre métropole ou dans votre interco, il va y avoir une réflexion qui va être faite avec les élus, avec l'ARS qui apporte les chiffres, pour se dire, ben voilà, là on a un intérêt, il y a une maison qui fonctionne bien, et là il n'y a rien, il faut qu'on pousse. Et vous allez aménager votre territoire avec des localisations, un schéma dans le département de maisons labellisées qui va vous permettre déjà d'avoir vos gros repères là où se fera cette coordination, où il y aura les infirmières de pratique avancée, les infirmières de coordination, tous les professionnels qui permettent ça. Et ça va être le repère, en fait, mais qui sera aussi le repère pour les élus. Donc je pense que France Santé, en tout cas, il faut qu'on le construise ensemble, cet outil qui est vraiment un véritable outil, à mon avis, utile pour les territoires et pour répondre à cette question. Pour votre question sur qu'est-ce qu'on fait quand on est élu pour répondre à la question des municipales, de nos concitoyens, moi je crois qu'il y a plusieurs choses. La prévention me paraît être un enjeu des années qui viennent de discussion avec les collectivités, notamment on voit certaines métropoles qui se sont déjà emparées, mais je pense que la plus petite des communes peut avoir une action sur la prévention, puisque la prévention c'est au sens large, logement, enfin vous savez tout ça mieux que moi. Sur la mise en relation, en fait je crois que la place de l'élu vraiment utilement dans la santé, c'est quoi la question de mes concitoyens, sur quoi ils galèrent? Est-ce que c'est sur l'endroit où ils peuvent trouver la réponse? Est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas du tout de médecin et comment je fais pour essayer d'améliorer ça? Et en fait, c'est de prendre la question des concitoyens et avec les professionnels du coin, dire voilà, on a ça comme problème et qui peut être différent selon les communes en fait. Et on a ça comme problème, qu'est-ce que vous avez besoin, vous, professionnels? Qu'est-ce que je dois aller chercher auprès de l'ARS? Qu'est-ce que je dois aller chercher plus haut, enfin, au ministère? Est-ce que c'est des financements? Enfin, voilà, je crois que c'est ce rôle-là. Sur la concurrence, on a mis en place, nous, une charte de la métropole de non-concurrence des collectivités, qui a été une charte qu'on a discutée pendant plusieurs conseils et plusieurs mois avec on a un groupe dédié au travail dans la métropole sur l'accès aux soins spécifiquement qui nous avait proposé de mettre ça en place. Et donc, il y a une charte de respect du professionnel, de non-récupération d'un professionnel d'une ville pour la mettre dans l'autre. Voilà, parce qu'il y avait le sujet aussi des zonages. D'ailleurs, on pourra, mais je suis sûre qu'il y aura des questions sur le zonage après. Pour répondre à la région et votre expérimentation, moi, je pense, et je le redis, j'ai peut-être pas répondu d'ailleurs complètement à la question qui a été posée sur les ARS. Moi, je crois vraiment qu'on a besoin d'un État fort sur les territoires, avec un bras armé,
par de l'administration de l'État sur nos territoires. Je crois à ça, je pense que c'est très important. Donc je ne sais pas votre expérimentation jusqu'où vous voulez la mener. Je crois à la place des régions indispensable dans l'accès aux soins, de par les transports pour nos étudiants, de par ce qui est fait déjà par les régions dans pas mal de régions, des centres de santé financés, des maisons de santé. Enfin, je vois bien ce que font les régions pour aussi l'accès aux soins. Mais je crois vraiment que... moi, je ne suis pas pour un financement régional, par exemple, de la santé, ce que certains appellent l'ORDAM, c'est-à-dire les dépenses d'assurance maladie qui seraient régionalisées. Moi, je ne crois pas que ce soit une bonne chose efficace dans l'utilisation de l'argent public. Je crois qu'on doit avoir un État fort, de par aussi la mobilité des gens. Enfin, voilà. C'est un débat, hein, c'est un débat très politique et qui sera, je l'espère, parce que vous le dites, c'est un sujet des municipales, je crois que c'est un sujet de nos concitoyens, et à chaque fois on arrive au présidentiel, et finalement on parle de toute autre chose que de comment on finance notre modèle social, de comment on met en place des politiques de santé dans notre pays. J'espère que ça sera un débat. Et je pense que ça rentre plutôt dans ce débat-là, si je peux essayer d'être claire, que voilà. Mais moi personnellement, je pense qu'il faut garder vraiment un axe de l'État. Merci Madame la Ministre. On va reprendre une salve de questions. Alors j'avais d'abord, mais j'ai vu monsieur qui sera juste après, mais je sais que l'association Soignons Humains est là-bas et vous travaillez sur un projet inspiré par les Pays-Bas d'organisation en équipe des soignants de ville, notamment des infirmiers et infirmières. Je vous laisse la parole une petite minute pour une question, je vous en prie. Merci beaucoup Frédéric. Je suis Christelle Lemans, directrice de l'association Soignons Humains et je représente effectivement l'expérimentation, l'innovation, je dois dire aujourd'hui équilibre. Madame la ministre, j'avais envie de vous poser une question ou une interpellation, une réflexion. Est-ce qu'on ne peut pas imaginer faciliter l'accès aux soins et la prévention dans les communes en s'appuyant sur le réseau d'infirmiers de ville à domicile et aussi en lien avec l'évolution de la loi infirmière, la consultation infirmière, s'appuyer aussi sur les innovations dans le cadre de l'article 51 qui ont fait leurs preuves, notamment Équilibre, que je représente aujourd'hui, article 51. Et ça pourrait être une réponse, les communes pourraient s'appuyer sur ces dispositifs pour répondre vraiment spécifiquement à des besoins en santé des citoyens sur leur territoire. Merci de cette question. On va en prendre un paquet de 3 ou 4 et un collègue qui attendait depuis tout à l'heure. Oui, bonjour à toutes et à tous, Madame la Ministre. Donc, moi, je suis élu à Saint-Denis de la Réunion de la lutte contre la discrimination. Et parallèlement, j'ai une double casquette. Je suis aussi soignant au CHU, en service de cancérologie. Cette question elle est très importante parce qu'avant de venir ici, moi qui côtoie les malades, je côtoie aussi des personnes qui sont malades aussi dans le quartier d'une mairie annexe de 6 000 habitants. C'est par rapport à l'accès aux soins, mais pour ces personnes, je vais prendre l'exemple. Le cancer du sein, vous connaissez tous, Odyssea. Donc, soins de support, donc une aide aussi de l'État pour accompagner ces femmes atteintes de cancer du sein dans l'achat des prothèses mammaires, prothèses capillaires, des produits dermocosmétiques. Mais là, il y a discrimination de la part de tout. On parle de l'accès aux soins à tous, mais pour les autres cancers, qu'est-ce qu'on en fait? Et ça, je suis affronté quotidiennement avec les patients. Je n'ai pas un cancer du sein. Je suis un homme et je n'ai pas le droit d'avoir l'aide de l'État pour m'accompagner sur ces produits dermocosmétiques. Alors, je vous pose la question, Madame la Ministre. J'aimerais bien aussi répondre à ces patients et à ces patients. Alors, donc, on doit choisir son cancer pour avoir une aide, un accompagnement, une écoute. Donc, pour moi, il y a une inégalité, une injustice. Et merci de prendre en considération pour l'accès aux soins à tous. Merci. Merci de cette question et on va continuer à essayer de rester ramassé sur les temps de questions. J'ai une question juste devant et on va en prendre. Voilà. Bonjour, Laurence Blachère. Donc moi, je suis adjointe au maire en charge des questions de santé à Thouareg-sur-Loire, une petite commune de 11 000 habitants qui fait partie de Nantes Métropole.
Il se trouve que depuis peu de temps, je suis aussi aide à domicile et donc au contact de nos aînés très régulièrement. La question à laquelle nous, on est confrontés en mairie, c'est j'ai pas de médecin traitant, j'ai 88 ans, je peux plus me déplacer. J'entends bien que les médecins vont arriver. En attendant, quelle solution a-t-on quand on constate que les médecins aujourd'hui qui partent à la retraite ne préviennent même pas leur patientèle, qu'on les prévient juste parce que ils souhaitent prendre des rendez-vous. Première chose. Et deuxième chose, les médecins avec lesquels nous on a contact sur le territoire affirment être débordés. On sent une usure du personnel médical depuis le Covid qui est assez nette. On a du mal à mettre en place une CPTS sur notre territoire. On est le dernier d'ailleurs canton sur Nantes Métropole à se mettre en place parce qu'on manque de médecins cruellement. Donc moi, ma question aujourd'hui, c'est qu'est-ce qu'on fait pour avoir un médecin? Qu'est-ce qu'on peut dire à nos aînés qui ont besoin d'un médecin qui se disent non, je ne vais pas trouver ou qui refusent de se soigner par manque de professionnels de santé sur le territoire? Première chose. Et deuxième chose, que fait-on pour les ALD et la prise en charge qui est moindre aujourd'hui? On va demander aux patients de prendre en charge beaucoup plus financièrement, alors que, et nous aussi, communes, on est en pleine sortie de conférence budgétaire, on nous demande de faire toujours plus avec toujours moins. Moi, donc, je suis adjointe à la santé, on a raboté mon budget prévention. Comment est-ce que je peux faire de la prévention pour mes concitoyens quand je n'ai plus de budget pour ce faire? Ok, la toute dernière question avant la fin de ce round-là. Une dernière question, donc je suis calé de même commune. Alors moi, je suis vice-président des CCAS et je ne crois pas que j'ai entendu parler de santé globale et qu'à chaque fois qu'on entend parler de santé, on entend parler de médecins et rarement de social et de médico-social, ce qui est quand même la définition de l'OMS, à savoir que la santé, c'est trois branches. Je viens de voir qu'il y avait des expériences de maisons de santé avec une assistante sociale. Parce que la plupart des gens qui vont voir le médecin de santé, enfin le médecin généraliste, c'est pour autre chose que des bobos, mais c'est aussi pour parler. Moi, j'ai vraiment deux petites questions, Madame la Ministre. J'ai lu avec intérêt la tribune qui a été signée par 11 anciens ministres sur la vision du Premier ministre sur la santé. Je suis resté un petit peu dans le brouillard et je voudrais que vous précisiez, alors je ne sais pas si vous pourrez le faire à sa place, mais précisiez quelles sont les intentions du gouvernement en matière de décentralisation de la santé. Voilà, ça c'est ma première question. Et je vous autorise aussi à un devoir de réserve si vous ne pouvez pas répondre à cette question. La deuxième, Madame la Ministre, et elle sera aussi très courte, mais peut-être qu'elle s'adresse aussi à Agnès Buzyn, que j'ai écouté avec intérêt. Comment on sort de la vision hospitalo-centrée de ce pays et comment on refait confiance, et je salue, je ne l'avais pas vu, la collègue de Soignons Humains, comment on refait confiance aux soignants de ce pays, quels qu'ils soient, qui ont sauvé le pays pendant le Covid. Je vous remercie. Merci. Merci de ces propos et je rends la parole à Madame la Ministre pour répondre à cette série de questions. Pardon, merci beaucoup. C'était pour pas en oublier. Sur l'expérimentation équilibre, vous savez que, que je connais bien, c'est peut-être avec vous que j'avais eu l'occasion d'échanger quand j'étais députée. Donc il y a une très belle expérimentation qui concerne et qui peut convenir à certains professionnels. Moi, je suis très favorable à ce qu'il puisse y avoir plein de modes d'exercice différents, que ce soit pour les médecins, que ce soit pour les infirmières aussi. C'est un mode de financement particulier, équilibre, et je crois, et j'espère que les négociations amèneront à ce qu'elles puissent être, pour ceux qui le souhaitent, généralisées. Je ne crois pas qu'il faille imposer un modèle, voilà, ni comme pour les médecins. Mais les négociations prennent en compte ce sujet pour la généralisation, si j'ai bien suivi. Mais bon, voilà, c'est dans le cadre de négociations. Sur, monsieur, et votre question sur les cancers. Je voudrais redire ici que les mesures d'ailleurs engagées à travers des lois ont été prises à travers des décrets. Un autre décret doit arriver. Je pense au remboursement des prothèses capillaires. Voilà. Mais je comprends votre question qui est de dire comment on fait pour tous les autres produits. Je voudrais juste remettre ici, et c'est mon rôle, je le crois, de remettre aussi en perspective les questions budgétaires de notre assurance maladie. Parce que évidemment que rappeler que nous avons le reste à charge le plus bas au monde. Parce que j'entends aussi les questions suivantes. Enfin, le rappeler qu'on ait tous la même information. C'est-à-dire que dans notre pays,
on est ceux qui payons le moins pour notre santé. Et tant mieux. Et tant mieux, il faut que ça continue. Et pour que ça continue, il faut qu'on puisse avoir une sécurité sociale qui soit pérenne. Je rappelle que cette année, le budget de le trou de la Sécu, le déficit de la sécurité sociale, il est à 23 milliards. Que si on ne maîtrise pas nos dépenses, il sera à 29 milliards l'année prochaine avec une trajectoire non maîtrisable dans les années qui viennent. Donc nous devons maîtriser nos dépenses de santé et voilà, c'est ma responsabilité aussi de le dire. Donc j'entends ce sujet. Moi, je crois que pour répondre à cette question, il faut absolument qu'on se base sur la science, sur pourquoi, par exemple, a été remboursée l'activité physique adaptée du cancer du sein. C'est parce qu'il y avait des études qui montraient l'efficacité sur les récidives. Je crois vraiment qu'un des moyens pour la sécurité sociale de pouvoir, si on était excédentaire, si le budget de la sécurité sociale était excédentaire, j'aurais pas ce discours. Mais je crois qu'il y a un principe de réalité. C'est-à-dire que la sécurité sociale, il faut qu'elle puisse être pérenne et continuer à rembourser dans les années qui viennent avec un reste à charge le plus bas. Et donc, un des moyens de répondre à cette question, je le crois, c'est que l'assurance maladie puisse rembourser ce que la science montre en termes d'efficacité, de prévention. Vous voyez, c'est un des moyens de décider de ce que doit être remboursé. C'était un peu le mécanisme qu'on a eu quand on a décidé de ne plus rembourser l'homéopathie qu'Agnès avait engagée avec beaucoup de courage. Voilà. Mais je crois qu'il faut qu'on ait cette ligne, parce que sinon c'est mentir aux gens de dire bah oui, on va pouvoir tout rembourser. Bah, en fait, je ne peux pas dire ça, malheureusement. Sur les ALD sans médecin traitant, vous savez qu'il y a un gros travail de fait pour que ce soit les premiers patients qui soient traités, entre guillemets, dans le cadre des coopérations et des organisations de professionnels qui vont se dire, bon, on a sur notre territoire une liste de gens qui n'ont pas de médecin traitant, c'est eux en priorité qu'il faut qu'on puisse inclure dans notre patientèle. Donc, en tout cas, ils sont en priorité. Il en reste. Je ne dis pas aujourd'hui qu'il n'y a pas de malades en ALD qui ont un médecin traitant. Vous posez la question de la démographie médicale et de l'accès à un médecin en particulier dans votre question. Moi, je voudrais rappeler à ce moment-là, en plus de ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est-à-dire en plus de l'augmentation du nombre de médecins formés, en plus de l'organisation en coopération qui fait gagner du temps de médecins, je crois aussi beaucoup aux évolutions des métiers. Vous savez que j'ai pu porter les sujets d'infirmières de pratique avancée, qui sont des infirmières formées 2 ans de plus et qui permettent d'avoir une activité complémentaire à celle du médecin, qui permettent de libérer du temps de médecin, recentrer le médecin sur son expertise. Et je crois qu'il faut poursuivre sur ces 3 voies. Former plus de médecins, améliorer la coopération, l'organisation. Il faut que sur votre territoire, il y ait une CPTS. Il faut qu'on arrive à trouver des professionnels motivés, parce qu'il faut des professionnels qui portent ça en plus de leur activité. C'est pas si facile, donc il faut qu'on puisse les accompagner. Et puis continuer à faire évoluer les métiers et se reposer la question des missions de chacun des professionnels. Ça, c'est un sujet très compliqué qu'il faut travailler avec les syndicats, avec l'assurance maladie, parce que ça pose la question derrière de la rémunération de leur métier. Sur la question ARS, je vais essayer d'être très claire sur ma position, qui est suite aux discussions du Premier ministre. J'ai pu l'exprimer face à un courrier que j'ai pu faire aux ARS. Ce que dit le Premier ministre, enfin ce que je dis à travers ce que je comprends de la position, c'est que moi, je crois, et je le redis là, je l'ai dit au monsieur tout à l'heure, je pense vraiment que l'État doit avoir un pouvoir fort dans les territoires sur la santé. Que c'est comme ça qu'on permet l'égalité de santé, en tout cas de volonté politique de santé sur les territoires, et puis qu'on est le plus réactif, efficace s'il y a une crise, pour piloter nos politiques de santé. Dire qu'on s'arrête là et que donc on laisse le modèle en place, moi je ne suis pas de ceux qui pensent qu'il ne faut rien faire bouger. Je pense qu'il y a, quand vous regardez
tous les élus de ce pays qui ne sont pas, en tout cas à l'Assemblée, au Sénat, il y a à peu près une unanimité sur il faut supprimer les ARS. Pourquoi les élus disent ça? Pour deux raisons, je crois. C'est que les ARS, elles sont le réceptacle de tout ce qui va mal sur l'accès aux soins. C'est le symbole. On s'énerve. Comme les ministres, ils changent beaucoup. On s'énerve plus sur les ministres. On dit c'est la faute de l'ARS. Bon. Et la deuxième chose, c'est que je crois aussi qu'il y a une suradministration qui s'exprime à travers, je dirais, ces ARS, dont elles ne sont pas responsables très souvent, puisqu'elles viennent des lois qui sont trop votées et des administrations qui peuvent être plus centrales. Donc il y a une suradministration, et les pauvres ARS, elles sont là, alors qu'elles sont utiles, qu'elles bossent beaucoup, elles sont malgré tout à parfois ne pas répondre à la question, et la question des élus. Je donnais l'exemple de plusieurs élus avec qui on s'est battu pour essayer d'avoir une IRM supplémentaire qu'on n'a pas pu avoir parce que ce n'était pas écrit dans le schéma régional de santé, ce qui est un vrai blocage. Et d'ailleurs, j'annonce qu'on va travailler pour que ce blocage puisse ne plus exister. Et ça fait partie des mesures de simplification, et j'en ai au moins 4 cette semaine que je vais annoncer, sur lesquelles on va travailler et qui permettent de régler ce sujet. C'est-à-dire que quand tous les élus considèrent qu'il faut une IRM à cet endroit, en plus de celle, alors que les délais sont longs pour les malades d'avoir un rendez-vous et que ce n'est pas du financement public par ailleurs, il faut qu'on puisse avoir, faut que la direction de l'ARS puisse avoir le droit de déroger, ce qu'elle ne pouvait pas faire là. Donc il faut qu'on puisse simplifier, qu'on diminue cette suradministration quand les élus, les professionnels considèrent qu'il faut avancer. Ça ne veut pas dire faire n'importe quoi, je ne crois pas. Ça veut dire qu'ensemble, il puisse y avoir des dérogations. Et je pense que dans ce cadre-là, il y aura encore besoin un peu de ce que le Premier ministre appelle décentralisation, des concentrations à l'échelle du département. Je crois aussi qu'à l'échelle du département, et c'est ce qu'on parlait notamment avec France Santé, qu'il y a un sujet d'aménagement du territoire sur l'offre de soins qui répond à cette coordination que j'ai entendue là, de savoir comment on coordonne. Et je pense qu'il y a un vrai sujet qui doit se poser de est-ce que l'ARS vient plutôt en accompagnement de cet aménagement du territoire plutôt qu'en décideur de cet aménagement du territoire. Mais ça ne veut pas dire supprimer les ARS, à mon sens. Voilà. J'espère que j'étais à peu près claire sur ce sujet. Sur la confiance des soignants, j'ai noté confiance des soignants, je pense que c'est vous qui posez ça aussi. Comment les soignants, moi, je crois qu'il y a plusieurs choses dans ce domaine. Redire qu'effectivement, quand vous êtes en pénurie, c'est difficile pour tout le monde, mais que, ce qu'on constate, c'est que quand les professionnels travaillent en coopération, leur qualité de vie du travail est améliorée. C'est certains représentants locaux qui avaient fait une étude pour dire vous travaillez avec une IPA, une infirmière de pratique avancée, quand vous êtes médecin, l'évaluation montre que votre qualité de vie au travail s'améliore. Bon, je pense que c'est important de se le dire au moment où les soignants disent qu'ils ne vont pas bien. En tout cas, quand ils travaillent en coopération, ils vont mieux. Et en plus, c'est mieux pour le malade parce qu'ils se parlent plus et la qualité de prise en charge est meilleure. Donc, bon, je pense qu'il y a ça. Et puis ensuite, il y a toutes les relations qui doivent se faire avec l'État, le ministère, avec les négociations dans le cadre de l'assurance maladie. Et je crois qu'il faut qu'on arrive à recréer ce lien de confiance avec les professionnels. Et en même temps, ne pas avoir de tabou, comme je le disais tout à l'heure, c'est regarder les chiffres en face aussi. Voilà. Mais c'est dans les deux sens qu'il faut rétablir cette confiance. Merci Madame la Ministre. Alors, voilà, l'exercice montre que le temps passe très vite. Et ce que je vous propose, c'est de prendre encore 2 dernières questions, puisqu'après, voilà, il y a 2 personnes. On avait une question ici et une question ici. On essaiera de répondre à vos questions peut-être au moment du forum, puisque finalement, on va reprendre certains des thèmes abordés avec Madame la Ministre dans le cadre du forum avec nos invités. Mais voilà, nous avons des impératifs de temps à tenir. Donc, nous avons une question ici. Donc, vous faites très court pour Madame la Ministre et puis pour vous, Monsieur, aussi très court. Merci. Oui, bonjour. Je vais essayer de faire court, mais la question, le sujet est tellement aussi complexe que diversifié qu'en tant qu'élu local, évidemment, c'est très difficile d'appréhender simplement la question. Alors, je suis Johan Pérez, je suis en charge des politiques économiques au sein d'un EPCI qui se situe aux portes de la métropole toulousaine, 2e couronne. Nous avons un territoire qui est très diversifié,
qui est très rurale. On a des communes, on a une constellation de communes d'une centaine d'habitants qui se trouvent à moins de 30 minutes du CHU de Toulouse. Et pour autant, on a des très très grosses disparités d'accès aux soins sur notre territoire. Pardon. On parlait tout à l'heure du nombre de consultations par habitant, et on voit que c'est un vrai sujet. On le constate de manière très prégnante sur nos territoires. Donc ça, c'est des vraies données. Et tout ça pour m'amener à la question de la nécessité peut-être d'associer beaucoup plus les EPCI. Alors, on est passé au travers de la compétence économie en compétence obligatoire EPCI sur le travail, sur les questions de santé. Et je pense que c'est une bonne porte d'entrée. Néanmoins, on a une limite de moyens. Alors, ici, chaque année, on parle beaucoup, on a beaucoup parlé, on en parle peut-être un peu moins maintenant, c'est que ça a fonctionné, mais on parlait beaucoup de la relation maire-préfet. Et je crois qu'il est nécessaire de renforcer. Moi, je suis très satisfait du travail mené avec l'ARS de Haute-Garonne. Je pense qu'il faut consolider la relation EPCI-ARS parce que ça va nous permettre vraiment de mener des politiques à une échelle EPCI qui, pour moi, est une échelle intéressante, qui va nous permettre de donner des moyens de faire. Parce que sur des petites communes très rurales, des maisons France Santé, on va avoir des difficultés, et ça va m'amener à ma dernière question, on va avoir beaucoup de difficultés à les financer. Donc quand on va arriver au mur des solutions de financement, c'est dommage parce qu'on va se priver d'une capacité de faire. Et l'EPCI peut probablement être une échelle intéressante pour arriver à se donner les moyens d'agir. Voilà, donc ces deux volets, relations territoire ARS renforcées et le volet financement. Oui, bonjour. On m'entend là? Oui, c'est bon. Oui, moi je voulais porter un témoignage. Alors je m'appelle Gilles Ronzière, je suis conseiller municipal dans un petit village du Nord-Isère, à Noisy-Châtelain. Et accessoirement, je suis aussi spécialiste en médecine générale, à la retraite. Je voulais porter un témoignage dans le Rhône, dans le sud du Rhône, une ville n'avait plus de médecins traitants. Et une jeune médecin généraliste des environs, Vanessa Pokacek, pour la nommer, vous connaissez, d'accord, a trouvé cette situation impossible. Et du coup, elle est présidente de sa CPTS et présidente de l'inter-CPTS du Rhône. Elle fait des choses. Et elle a donc fédéré quelques médecins autour d'elle pour, avec la mairie de Grigny, qui avait mis un local à disposition, faire que ces médecins puissent aller faire des consultations dans cette ville qui n'avait plus de médecins. Pendant ce temps, l'ordre des médecins acceptait qu'ils soient remplacés à leur cabinet. Progressivement, donc, des consultations ont eu lieu. Les remplaçants ont pu aller aussi dans cette... Au bout de 18 mois, il y a 4 médecins installés. On appelle ça les incubateurs de santé solidaire dans le Rhône. Il y en a 5 ou 6 maintenant dans le Rhône. Donc, messieurs et mesdames, mes chers collègues, peut-être que vous avez des idées à prendre de ce côté-là, parce que les choses qui viennent d'en haut, de parachuter, ça marche parfois, pas toujours, mais ce qui vient du bas, des fois, ça marche vachement bien. Merci. On va laisser Madame la ministre répondre et réagir aux 2 dernières interventions. Merci. Je ne sais plus si c'est dans une des interventions sur le bâti, si c'est vous. On discute avec la ministre Gatel sur le financement du bâti. Pour 2026, il y a 130 millions, mais on est en discussion. On a bien ce sujet aussi. On sait l'effort des collectivités sur la création des maisons, notamment maisons de santé. Vous parlez de l'inégalité d'accès aux soins, comment on règle ce sujet, et on ne va pas rentrer dans le débat d'obligation d'installation des médecins, mais ça me permet de dire un mot sur quand vous avez une pénurie et que le chiffre est mathématiquement trop bas sur 87% du territoire, obligé, ça ne marche pas. Hein, c'est juste mathématique, mais bon, je pense qu'on n'a pas le temps de rentrer dans ce débat. Sur renforcer la relation des collectivités avec l'ARS, c'est ce que j'essayais d'expliquer dans ma position. C'est-à-dire, je crois qu'on a à renforcer l'échelon département et EPCI. Je pense qu'il faut mettre aussi le département, parce que sinon, vous abandonnez quelques communes rurales qui ne sont pas dans des grosses EPCI. Donc, je pense qu'on a besoin, en aménagement du territoire, de renforcer cet échelon,
on est au début de l'écriture d'un sujet sur la décentralisation que porte le Premier ministre. On n'est pas à la fin. On est, je dirais, sur la ligne de départ qui part très vite. Ça va aller très vite, mais je suis disponible pour toutes les propositions d'ailleurs de comment pourrait se faire ce renforcement, sur quel modèle. Enfin, vraiment, je suis intéressée. On va évidemment, les discussions vont avoir lieu avec tous les acteurs et je pense que c'est important qu'on puisse être force de proposition pour faire quelque chose d'efficace à la fin. Voilà. Sur votre remarque, oui, monsieur, moi je confirme qu'il faut absolument se baser sur ce qui est fait dans les territoires, sur le terrain. J'avais eu l'occasion de visiter aussi en Bretagne une communauté de communes qui a fait un incubateur de médecins, c'est-à-dire qu'ils ont créé une assez grosse maison de santé avec beaucoup de bureaux. Quand ils recrutent des jeunes qui veulent rester avec eux, ils se mettent à consulter dans cette commune et ensuite la commune d'à côté, ça lui laisse le temps de construire sa maison de santé et de récupérer le médecin qui a incubé dans la première commune historique. Et donc ils ont un plan de financement, enfin ça marche assez bien. Je trouvais ce modèle aussi assez intéressant. Évidemment que l'État, l'assurance maladie, doit être en accompagnement de ce que les professionnels ont envie, parce qu'ils connaissent aussi les besoins, parce que pour des questions de personnes, parce qu'ils s'entendent, parce que voilà, il y a une géographie particulière. Quand vous avez des montagnes, c'est pas pareil que quand c'est tout plat. Enfin bref, il faut que nous soyons en accompagnement, comme les collectivités le font tout le temps d'ailleurs, d'être en accompagnement des projets. Mais il faut que l'État et l'assurance maladie viennent aussi de la même façon. C'est ce qui est porté ces dernières années et fait ces dernières années. Je vous remercie. Merci beaucoup, Madame la Ministre, pour votre présence. Donc c'est un sujet que nous allons poursuivre dans le cadre de notre forum santé. Voilà, je laisse les intervenants s'installer auprès de nous.